Bonjour à tous, donc on va justement aller sur ce sujet des oracles, ou du moins sur un cas particulier d'oracle qui est Kéros. Et on va voir à la fois comment Kéros fonctionne d'un point de vue théorie des jeux et incitation économique, et les différents types de conflits qu'il résout pour le moment. Donc on a vu enfin, dans la présentation précédente que pour certains contrats, il y a pas de subjectivité, donc les blockchains peuvent l'exécuter automatiquement. Typiquement, si on fait un échange, on échange du stablecoin en dollars, ou du stablecoin en euros. On peut faire un smart contract qui prend X de ce stablecoin et qui l'échange contre Y de ce stablecoin. Et c'est relativement simple, c'est juste du code et il n'y a pas de subjectivité et pas besoin d'intervention humaine. Maintenant, lorsqu'on a des contrats qui soit demandent de l'interprétation subjective, ou soit font référence à des éléments extérieurs à la blockchain, on va avoir besoin d'humains. Donc, dans la présentation précédente, on parlait de packs d'associés. On peut voir des contrats, par exemple, là, en ce moment, c'est les contrats sur l'élection américaine. Qui a gagné l'élection américaine? Il y a différents dérivatives qui font référence à l'élection américaine. Et bah, la blockchain ne peut pas savoir qui a gagné l'élection américaine. Pour ça, il y a besoin d'intervention humaine pour donner ces informations sur la chaîne. Alors un exemple vraiment basique qu'on peut avoir avec Leros, on a Alice en France qui va aller prendre un développeur Bob en Argentine euh, et le résultat ne satisfait pas Alice et Alice veut récupérer son argent. Euh, Ça pose un problème. Ce qu'on peut faire pour éviter ça, on peut utiliser ce qu'on appelle un smart contract, donc d'escroc en anglais, de tiers fiduciaire en français où Alice va mettre son paiement dans le smart contract. Si tout se passe bien, elle va valider et Bob va être payé. Et par contre, s'il y a un problème, elle peut faire appel à Kleros, qui est le système de résolution de litige. Alice et Bob vont donner leurs preuves. Et là, Kleros va décider qu'en fait Alice est la partie qui doit récupérer l'argent parce que le contrat n'a pas été effectué par Bob et donc le contrat rend l'argent à Alice. Mais à aucun moment, Kleros ne peut prendre l'argent pour lui ou pour prendre d'autres décisions. Il peut juste trancher pour rendre les fonds vers Alice ou envoyer les fonds vers Bob. Kleros, c'est un système qui fonctionne avec du staking et du tirage aléatoire. Donc on a un jeton qui est le PNK et un PNK staké, c'est une chance de tirer au sort. Donc on va tirer au sort quelques PNK et les personnes qui possèdent ces jetons vont être arbitres pour ce litige et ça fonctionne avec un système de redistribution. C'est-à-dire que ici, Bob a perdu le litige, donc il va perdre les frais d'arbitrage qu'il a dû payer pour commencer le litige. Et les arbitres qui ont voté pour rendre l'argent à Alice vont être payés des frais d'arbitrage, vont gagner un peu de jetons. Et Ignacy, qui est un arbitre qui a voté pour payer Bob, donc qui est incohérent par rapport aux autres arbitres, va perdre un peu de jetons. Donc, même en étant honnête, on n'est pas forcément tout le temps cohérent. Mais si on a un arbitre qui vote systématiquement de façon incohérente par rapport aux autres arbitres, c'est une bonne indication que il fait pas son travail, qu'il peut voter au hasard par exemple, ou qu'il peut prendre des pots de vin, et donc il perd des jetons, ce qui lui fait donc perdre des chances de tirer au sort. Et donc le système, c'est un système qui s'auto-ajuste pour retirer les acteurs qu'il considère comme étant inefficaces voire même malicieux, et qui essayerait de prendre avantage du système, soit en prenant des pots de vin, soit en votant de façon aléatoire en espérant être payé. Donc ça, c'est un système qu'on appelle le système de shilling coin. Donc l'idée ici, c'est qu'on a beaucoup de carrés, et on veut choisir un carré, et on veut choisir le même carré que les autres. Donc essayez chacun de penser quel carré vous voulez choisir, sachant que votre but, c'est de choisir le même carré que les autres. Vous pouvez écrire dans le chat le carré que vous avez choisi. Est-ce que je peux voir ou est-ce que quelqu'un peut me dire? J'arrive pas à voir le chat quand je suis en partage. Euh, voilà, donc c'est ça le carré A6. Donc les gens vont choisir le carré A6.
En soi, n'importe quel carré serait un carré possible, mais on a ici un carré qui est spécial par rapport aux autres et sur lesquels les personnes vont converger vis-à-vis de leurs réponses. Et donc ici, c'est le shilling coin. Et dans le cas de Keros, ça va être un jugement qui est le jugement honnête. Donc les utilisateurs qui essayent de game le système, donc qui essaient de profiter du système en moyenne vont perdre de l'argent, et les utilisateurs qui sont des utilisateurs honnêtes, donc qui vont arbitrer comme il faut, vont en moyenne gagner de l'argent. Ce système il est fait pour résister à un certain nombre d'attaques. Le premier problème qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle l'attaque civile, qui est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un crée plein de fausses identités pour avoir plein de chances d'être tiré au sort. Et donc c'est pour ça qu'on a un système de staking et qu'on ne donne pas une personne une chance d'être tiré au sort, parce que sinon quelqu'un pourrait créer plein de faux comptes pour se donner plein de chances d'être tiré au sort et donc contrôler la cour. À la place, on a un jeton et une chance d'être tiré au sort. Et donc si on veut essayer d'attaquer la cour, il faudrait avoir la majorité des jetons. Une des problématiques, c'est comment est-ce qu'on fait un système qui est scalable, tout en donnant la sécurité du système entier pour chaque litige. Parce que si on demande à tout le monde de voter pour chaque litige, le coût va être très très élevé et le système est inutilisable. Et si on prend un nombre seulement restreint d'arbitres, eh ben, ça va être relativement facile de donner des pots de vin, d'essayer de corrompre le jury, on va avoir des résultats relativement aléatoires parce qu'on n'a pas la loi des grands nombres. Imaginons que 80% des gens pensent que c'est oui. Si on n'en prend que 3, il y a des descentes chances que ce soit non qui gagne, qui est la majorité. Par contre, si on en prend 100, on est quasiment certain que ça soit oui, le résultat majoritaire. Donc pour ça, on a un système d'appel où si une des parties n'est pas d'accord avec le résultat, elle peut, moyennant des frais d'arbitrage supplémentaires, faire appel à un nombre de plus en plus élevé d'arbitres jusqu'au point où le nombre d'arbitres est relativement élevé et il va matcher la population des arbitres générales. Les différentes attaques qu'on peut voir et pourquoi est-ce qu'on utilise spécifiquement un jeton. Donc la première, c'est qu'on appelle l'attaque de 51%, qui est bien connue dans les systèmes à la fois preuve de travail et à la fois les systèmes de staking. Si on avait utilisé un jeton classique qui n'était pas lié au système, quelqu'un pourrait acheter de grandes quantités d'Ether, les déposer, avoir de grandes chances d'être tiré au sort, plus de la moitié, et du fait attaquer le système. Si quelqu'un veut faire ça avec un des jetons spécifique, on a la problématique qu'en essayant d'acheter 51% des jetons PNK, il va avoir le problème de ce qu'on appelle du slippage. Le token va prendre en valeur parce qu'il essaye de les acheter et il n'y a pas assez de tokens sur le marché. Tandis que si on était avec des Ethers, la quantité d'Ethers utilisés dans Kleros serait relativement faible et l'impact sur le prix serait relativement faible parce que la majorité de l'écosystème Ethereum n'est pas lié à Kleros. Maintenant, en supposant qu'on a quelqu'un qui a réussi à acheter 51% des jetons et qu'on a un système qui utilise de l'Ether ou n'importe quel jeton non lié à Kleros, on a l'attaque qui marche et l'attaquant ne perd pas grand-chose et contrôle le système parce qu'il a la majorité des jetons qui sont stakés. Maintenant, si on a un jeton spécifique, cet attaquant a effectivement 51% du système, mais le système du fait devient inutilisable puisque tout le monde sait que l'attaquant peut déterminer les résultats. Donc les gens arrêtent de l'utiliser. Donc il n'y a plus personne qui paye de frais d'arbitrage et donc il n'y a plus aucune raison d'avoir ces jetons PNK et donc le token perd de la valeur, voire même va vers zéro. Et donc l'attaqueur qui possède énormément de ces jetons perd énormément de capital. De plus, il est possible de faire ce qu'on appelle un fork. On a parlé aussi précédemment. Si les arbitres ne sont pas d'accord avec ce qui se passe sur le Kleros principal, rien n'empêche juste de faire un fork. On copie les balances, on retire les balances de l'attaqueur et on fait un nouveau Kleros. Et donc on a un jeton qui permet d'augmenter le budget nécessaire pour faire les attaques, d'augmenter le coût des attaques et aussi d'avoir un moyen de sortir de ces attaques si jamais il arrivait. Et idéalement, parce que ça coûte cher, parce qu'on peut en sortir, l'attaqueur n'a pas d'intérêt à faire l'attaque en premier lieu, et donc il n'y a pas d'attaque.
Maintenant, on va voir plutôt les applications. Donc, Kleros, c'est vraiment une brique de résolution de litige qui est très généraliste. Et on va avoir trois grands types d'applications. On va avoir les applications qu'on va dire de curated registry, donc de listes, où on va avoir une liste, par exemple, une liste de jetons, une liste d'acteurs qui sont honnêtes, n'importe quelle liste qui doit être mise dans une blockchain, même pour des applications tierces. Là, par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle de la façon dont on modère des plateformes. Par exemple, retirer certains posts, c'est une liste de posts qui ne satisfont pas les règles d'une plateforme. Donc ça, c'est un exemple de curated list. Les systèmes d'escroc, tiers fiduciaires, donc c'est ce qu'on voyait au début, c'est on a deux parties et les deux parties veulent toutes les deux récupérer l'argent qui est dans un smart contract. Et les systèmes d'oracle où la chaîne a besoin de récupérer les informations du monde extérieur. Le cas le plus emblématique qu'on a pu avoir, c'était le cas de l'élection américaine où on avait des personnes qui arguaient que Trump avait gagné ou qui arguaient que Biden avait gagné, ou voire même qui arguaient que le résultat était inconnu. Il y avait des quantités significatives de contrats dérivés qui reposaient là-dessus. Donc, par exemple, Keros a pu donner un jugement sur ce cas, en l'occurrence que Biden avait gagné l'élection. Ici, une petite carte de l'écosystème Keros, avec donc on voit Titouciar qui est une liste de jetons dans l'écosystème Ethereum. Donc, c'est nécessaire pour différentes applications d'échange. Ils ont besoin d'avoir une liste de jetons pour que l'interface graphique puisse permettre aux utilisateurs d'échanger un jeton contre un autre. Et pour ça, il y a besoin de savoir quelle adresse quelle adresse correspond à un tel jeton. Et c'est relativement important parce que on a des personnes qui font des faux jetons, donc qui par exemple vont mettre un jeton qu'ils vont appeler PNK, alors que c'est pas du PNK, c'est déjà arrivé. Ils ont arnaqué des gens pour pas grand chose. Ils ont réussi à leur vendre 500 $ de jetons de faux PNK. Mais voilà, c'est toujours problématique. Et donc, ça permet de vérifier que ces jetons sont bien les jetons qui sont liés à un projet et ça va être utilisé dans les interfaces de certains échanges, Uniswap, Fairdex. On a donc l'application de tir fiduciaire, d'escroc, qui permet de faire des paiements conditionnels, donc au fait qu'un travail soit réalisé. Ça peut être des paiements pour, par exemple, on va échanger des Ethers contre des Bitcoins qui sont sur une autre chaîne. Donc la chaîne Bitcoin ne peut pas lire la chaîne Ether et la chaîne Ether ne peut pas lire la chaîne Bitcoin, du moins pas de façon simple. Et donc on peut mettre des Ethers dans l'escroc. Sur Bitcoin, on récupère les Bitcoins et donc ensuite on peut libérer les Ethers à la personne qui a donné les Bitcoins. Et si jamais la personne qui ne veut pas libérer les Ethers, ça fait un litige qui va être résolu par Kleros. Curate, qui est une application pour faire donc des curated lists, qui est beaucoup plus générale. Par exemple, on a des listes avec Silverfont, qui sont des listes on va dire, de biens d'utilité publique pour l'écosystème d'Ethereum, qui sont éligibles à du financement. On va avoir Omen, qui est un marché prédictif, donc de vérifier que les marchés sont bien des marchés qui soient acceptables par rapport aux règles d'Omen. Realisio, qui est une application d'Oracle. Donc Kleros n'est pas vraiment l'Oracle en lui-même. Kleros répond en cas de litige d'Oracle, et donc avec Realisio, les personnes peuvent reporter les résultats de questions du monde externe, typiquement qui a gagné l'élection présidentielle. Et si jamais ils sont pas d'accord, et ben là il peut y avoir un arbitrage du côté de Kleros. Et dans la majeure partie des cas, les personnes reportent les résultats et c'est pas contesté. Et Crypto Unlock, qui est une plateforme de financement conditionnel, où l'idée c'est de financer des projets de biens publics, mais les porteurs de projets sont payés uniquement si le projet aboutit, et donc Realisio est utilisé pour déterminer si oui ou non le projet a abouti. On va voir à quoi ressemblent ces applications. Donc là, on a par exemple l'application d'escroc, où on va rentrer que c'est allez, on va créer une marketplace de chaussettes en lama. On va payer pour 10 000 $ pour 10 000 DAI, l'équivalent de 10 000 $. On va mettre un contrat qui fixe ce que doit faire cette marketplace. Et si tout se passe bien,
la marketplace va être faite, on peut libérer les fonds pour le développeur, et par contre, si la marketplace ne répond pas aux conditions, ben là, on va voir un litige Cleros, et on va pouvoir répondre non à ce que la partie n'a pas fait sa partie, et on va récupérer les Ethers ou les DAI qu'on a mis dans ce contrat de tiers fiduciaire. Le système de Curated Registry avec les jetons. Donc ça marche avec Alice, va donner les informations d'un jeton, mettre un deposit. Si tout se passe bien, personne ne se plaint, le jeton est ajouté. Par contre, maintenant, si elle met un jeton et qu'il y a un problème, on peut avoir Bob qui va déterminer que ce jeton n'est pas acceptable, va aussi mettre un deposit et on a le process Cleros qui se met en place. Les arbitres votent pour rejeter le jeton. Alice perd son deposit. Bob gagne le deposit d'Alice. C'est pour ça que Bob a une incentive à protéger la liste. Et on a donc une liste qui ne montre que les jetons qui satisfont les critères que l'on a donnés. Donc on peut voir à quoi ça ressemble un peu. Ces listes de jetons, ça peut aussi être utilisé par des échanges, cette fois-ci avec des critères un peu plus complexes. Et ça a permis par exemple d'éviter un certain nombre de scams soient listés sur des échanges. Typiquement, on a eu cet exemple avec BuyerChain où une personne mettait son jeton pour être listé sur un échange et un participant, en faisant ses recherches, s'est rendu compte que les porteurs de projets avaient de faux CV, donc quelqu'un leur CTO qui prétendait avoir travaillé à un blockchain research laboratory d'Oxford, qui d'ailleurs n'existe pas. Et donc quelqu'un a contacté Oxford et reçu une lettre indiquant que non, cette personne n'existe pas, qu'elle n'a jamais eu aucun poste au sein d'un laboratoire d'Oxford, et ce qui a donc permis de rejeter ce jeton, car c'était effectivement un scam comme on a pu le voir dans le futur. D'autres éléments, voir que leur profil des médias sociaux sont faux. On voit que les personnes qui utilisent ce système font leurs recherches, et en particulier parce qu'il peut y avoir des déposits élevés et donc des incentives élevés à retirer des éléments de la liste si ces éléments n'y appartiennent pas. Le système d'Oracle, qui est utilisé donc par CryptoUnlock et par Omen, on peut voir ce marché le plus emblématique, qui a été le marché de l'élection américaine, et spécifiquement avec l'instabilité qu'on voit actuellement, un certain nombre d'acteurs qui prétendent que Trump a gagné l'élection ou que l'élection est indéterminée, parce que parce que des gens n'acceptent pas le résultat de l'élection. Il était donc possible pour certaines personnes d'acheter soit des jetons de oui qui vont payer $1 si jamais Biden gagne l'élection américaine, des jetons de non qui payent $1 si Biden perd l'élection américaine, et ils sont à des prix un peu plus faibles qu'1 $. C'est-à-dire que si quelqu'un pense que Biden va gagner l'élection, il peut acheter des jetons à 81 centimes, et si effectivement Biden gagne l'élection, il va récupérer $1. Ça peut, en l'occurrence ici, c'est plutôt utilisé pour donner de l'information. Ça permet donc à savoir que à ce moment-là, le marché pensait que Biden avait 81% de chances de gagner l'élection. Ça peut aussi être utilisé pour l'assurance. Donc, on peut voir un marché similaire qui pourrait être est-ce qu'on va avoir un tremblement de terre avec la faille de San Andreas? Et dans ce cas-là, les gens peuvent acheter des jetons du oui à quelques centimes parce que bah, comme ça, s'il y a un tremblement de terre, effectivement, ils récupèrent l'équivalent d'une assurance en récupérant $1 pour chacun des jetons tremblement de terre qu'ils auraient achetés. Et voilà, en l'occurrence, on a eu ce litige sur l'élection américaine avec des gens qui pensent que Trump a gagné, des gens qui pensent que Biden a gagné, et on a eu donc un Cléros qui a résolu ce litige en validant que Biden avait gagné l'élection américaine, ce qui a pu permettre aux dérivatives sur eux-mêmes de se résoudre. Donc on a un projet qui a quand même qui a de 3 ans, c'est jeune à l'échelle, on va dire classique, mais pour un projet blockchain, on va être, on va dire à terme moyen pour un projet blockchain, puisqu'on est sur vraiment des technologies très récentes.
On a eu environ 4 millions de dollars qui sont allés dans des contrats liés à Kleros. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 4 millions de dollars dans les litiges, hein. La majorité des contrats se résolvent sans problème, sans litige. Mais même s'ils se résolvent sans litige, ça ne veut pas dire que Kleros ne sert à rien. C'est souvent le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir un litige qui fait que les parties soient honnêtes en premier lieu et donc il n'y a pas besoin de litige. 483 cas qui ont été résolus. Je crois que maintenant on est dans les 500 et environ pour 160 000 dollars de frais d'arbitrage qui ont été payés pour environ 300 arbitres qui ont au moins eu un cas. Il y a plus que ça d'enregistrés, mais il y a pas mal d'arbitres qui ont des stakes qui sont faibles et donc qui n'ont pas encore eu la chance d'être tiré au sort dans un cas. Donc merci pour l'écoute. On va passer aux questions et discussions. Merci Clément. Est-ce que Dominique, tu souhaites intervenir ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Oui, je peux éventuellement commencer le débat. C'est juste, merci pour ton exposé Clément qui était vraiment intéressant. C'est juste une question de curiosité. Les jurés qui interviennent, on sait qui ils sont. Non, c'est un système de staking, donc n'importe qui peut posséder ces jetons peut staker ces jetons, donc les loquer dans un contrat. Un jeton et une chance de tir au sort. Donc on tire au sort, par exemple, 5 jetons, et les personnes qui possèdent ces jetons sont les personnes qui vont être qui vont être arbitres. Et ce système est fait pour qu'on n'ait pas besoin d'identifier les arbitres, parce qu'on a des incentives économiques à bien se comporter. C'est-à-dire que si quelqu'un prend des pots de vin, vote au hasard, fait un peu n'importe quoi, il va tendre à être incohérent par rapport aux autres arbitres, et donc il va perdre ses jetons par le système de redistribution, et donc il va perdre ses chances de tirer au sort, et donc le système il s'auto-protège en retirant les chances de tir au sort aux parties qu'il considère comme n'agissant pas pour le bien du système. Donc en l'occurrence en étant incohérent avec les autres arbitres. Ok. Merci. J'avais peut-être une question également. Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. En fait, j'ai une double question. Une qui est un peu probablement spécifique à ce que vous avez présenté, et puis une autre qui est plus générale sur l'ensemble de ces systèmes qui sont fondés sur le staking. La première question, c'est donc là vous avez présenté un système qui tend à effectivement permettre la formulation d'une décision. Vous avez utilisé un vocabulaire juridique. Par contre, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui, dans le temps, va garantir finalement une sorte de cohérence des décisions les unes par rapport aux autres, parce que quand on est dans un système juridique, on a envie d'avoir un petit peu de visibilité. Donc, pour faire simple, alors évidemment, il y a le contrat. Le contrat, c'est la règle entre les parties, mais dans un système juridique classique, le contrat, il s'inscrit dans un code civil. Et puis même s'il n'y a pas de code civil, il s'inscrit, il y a une jurisprudence qui finit par donner des signes de ce qui est plus probable comme décision ou pas. Donc, est-ce que cette dimension-là, elle est prise? Et l'autre question qui est plus générale. Si je peux répondre à Ouais, une question, okay. J'ai oublié la première question. Vous pourrez poser la seconde question après. Donc sur les règles qui sont utilisées pour la résolution des litiges, il y a effectivement le contrat. On a aussi ce qu'on appelle des court policies qui donnent des règles générales pour la résolution des litiges. Et on a effectivement de la jurisprudence qui est plutôt une caractéristique émergente du système. Ça n'a pas été vraiment planifié. Enfin, quand on a design le système, on n'a pas vraiment planifié cela. Mais on voit que souvent, les parties vont faire référence à des litiges antérieurs pour justifier leur position. D'accord, merci pour cette première réponse. Du coup, d'ailleurs, ça amène bien ma deuxième réponse.
Ma deuxième question, pardon, c'est donc on voit enfin, le système marche, il y a suffisamment de jurés potentiels. Euh, Parce que sinon, si on a peu de jurés, et ces jurés potentiels eux-mêmes, donc si en plus demain ils ont une jurisprudence, il va falloir qu'ils consacrent un travail non négligeable à ça. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est que finalement, on essaie de construire des systèmes qui reposent sur le nombre, mais si je suis un utilisateur et que j'ai un contrat de durée longue, alors la question aussi, c'est est-ce que les contrats se dénouent de façon très rapide ou pas? Mais si je fais par exemple un contrat avec une partie, un contrat qui dure 3 ans, quelle est la garantie que j'ai que dans 3 ans, le système sera toujours en place, c'est-à-dire que il aura généré suffisamment d'incitations économiques pour que le nombre de jurés soit toujours suffisamment nombreux et professionnel, enfin et éclairé pour m'assurer un bon fonctionnement de ce système de justice. Alors, on est vraiment sur un système décentralisé ici. Donc, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de clé privée. La coopérative Kleros pourrait complètement disparaître. Ça marcherait toujours. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme une entreprise qui pourrait faire faillite et disparaître. Tant qu'il y a au moins quelques personnes qui continuent d'être arbitres, et ben le système va continuer de marcher. Justement, si vous avez un contrat, ça veut dire qu'il y a de la demande et donc il y a un intérêt à être encore arbitre. Euh, c'est la même réponse que si on parlait de la blockchain Ethereum. Évidemment, je prétends pas qu'on est aussi avancé que la blockchain Ethereum. Hein. La blockchain Ethereum a beaucoup plus une technologie qui est beaucoup plus ancrée hein, que Keros, évidemment. Mais il suffit qu'il y ait quelques personnes qui continuent à faire marcher le système pour que le système marche toujours. La problématique n'est pas forcément tant sur le nombre de personnes. Hein. On pourrait avoir une dizaine de personnes, on pourrait avoir 10 personnes qui sont très sérieuses et qui vont tout le temps staker, ça va bien marcher. Elle est plutôt sur la répartition des jetons où on veut pas qu'un acteur, deux ou trois acteurs se collude pour donner des jugements qui soient faux, qui soient malicieux. Et pour ça, même en supposant qu'on a un nombre d'acteurs restreint, même si imaginons qu'on n'ait que 10 personnes, ces 10 personnes auraient quand même une incentive à donner les bons jugements parce que Kleros, c'est un système qui est complètement opt-in. C'est-à-dire que quelqu'un choisit Kleros comme arbitre du contrat et si Kleros marche pas bien, les gens vont choisir d'autres choses. Donc, si les gens choisissent d'autres choses, ça veut dire qu'il n'y a plus de frais d'arbitrage qui sont payés, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intérêt à avoir des jetons, ça veut dire qu'il n'y a plus de valeur de jetons. Donc, les personnes qui ont ces jetons, elles ont intérêt à ce que le système marche parce qu'elles ont un intérêt financier à ce que le système marche. En plus, évidemment, si les gens sont honnêtes, ça marche. Si les gens sont, un peu greedy, normalement, ça marche aussi parce que leurs incentives économiques sont alignés avec le bon fonctionnement du système. D'accord, merci. Je pourrais Si vous poser... faire faillite, ça marchera toujours. Enfin, quand je dis faillite, je parle de la coopérative Keros comme système. J'aurais une petite question aussi. Bonjour Clément. Alors, dis-moi, est-ce que vous auriez des statistiques un petit peu du nombre d'adresses qui ont déjà été tirées au sort, de leur richesse médiane en termes de PNK, pour savoir si on n'a pas justement des gros porteurs qui sont tout le temps tirés au sort? Est-ce qu'on a quand même des petits porteurs qui peuvent être tirés au sort? Voilà, avoir un petit peu une idée du bassin d'arbitres sur lequel vous reposez et quel serait un petit peu leur... Alors, vous voyez toujours mon écran là? Ok, ouais, super. Voilà, donc là je vois Kleros Board, donc d'ailleurs qui est pas créé par la coopérative Kleros, hein, qui est créé par des utilisateurs. On voit que ici il y a 452 arbitres qui ont staké. 343 ont déjà été tirés au sort. Et est-ce qu'on peut voir quelque part est-ce qu'on voit la stake médiane? On peut voir la stake moyenne. Ok. Voilà, on peut voir par parcours. On voit que sur les cours générales, en moyenne, on est vers les 200 000 jetons. C'est quand même beaucoup. Mais si on regarde sur des sous-cours, parce que Kleros marche avec un système de sous-cours. Oui,
Donc ça, j'ai passé parce qu'on a un temps un peu limité. Mais la plupart des gens, enfin, toute personne qui stake va automatiquement staker dans la cour générale, mais elle peut aussi staker dans des sous-cours qui vont être spécifiques et parfois qui nécessitent des compétences spécifiques. Donc par exemple, la cour blockchain technical qui nécessite d'avoir la connaissance technique blockchain. Et là, par exemple, le nombre d'acteurs est beaucoup plus restreint puisqu'on n'en a que 11 parce que ça demande des compétences techniques assez particulières que tout le monde n'a pas. Par contre, sur des cours plus classiques, on va avoir plusieurs centaines de personnes qui stake. Donc l'euro, on est là depuis peut-être 3 ans, je crois. Donc effectivement, on peut toujours avoir une meilleure distribution des jetons. Euh, mais voilà, on est très loin d'avoir un acteur qui aurait 51% des jetons. Euh, Si on voit des gros litiges, il va y avoir certaines personnes que les gens appellent des whales, donc qui vont avoir beaucoup de jetons et être tirés au sort parfois plusieurs fois. Mais ces whales ne sont pas suffisantes pour décider des résultats à eux tout seuls. Et d'ailleurs, même si c'était le cas, bah, ils ont une incentive à ce que le système marche parce que sinon, leurs jetons ne vont plus valoir grand-chose. Euh, ça tombe être les mêmes problématiques qu'on a dans tous les systèmes de staking, hein, donc, qui est aussi valide pour Ethereum 2.0, 2.0. On veut éviter à ce que des acteurs aient plus de 51% des droits de vote. Et les systèmes de staking tendent à répartir les droits de vote de façon plus équitable que les systèmes de preuve de travail, parce qu'on n'a pas d'économie d'échelle dans les systèmes de staking, alors qu'il y a des économies d'échelle dans les systèmes de preuve de travail. Donc bien sûr, rien n'est parfait, on voudrait toujours avoir beaucoup plus de personnes qui utilisent Scleros, mais il faut voir qu'on on est un projet qui est là depuis 3 ans, et donc les jetons se dispersent au fur et à mesure du temps, mais on est quand même très loin d'avoir une personne qui aurait 51% des jetons. Je continue là-dessus, mais il n'y a pas de pondération dans le tirage au sort, genre ce qui se développe beaucoup avec Bitcoin, d'avoir pondéré pour essayer d'évacuer une partie du pouvoir des whales sur le tirage au sort, pour donner peut-être plus de chances relatives aux petits porteurs. Alors c'est qu'en fait ça demande d'avoir un système d'identité, parce que sinon on a encore le problème de l'attaque civile, qui consiste, si les petits porteurs ont un avantage, enfin si avoir 50 jetons dans 2 adresses, ça donne plus de chances de tirer au sort que d'avoir 100 jetons dans une adresse, et ben les gens vont juste créer des adresses pour augmenter leur chance d'être tiré au sort. Donc il y a ce problème d'attaque civile. Et c'est pour ça qu'on est sur le moment un système qui est complètement proportionnel à la quantité de jetons. On pourrait, en supposant que le problème de l'identité, de l'unicité, on va dire, de l'unicité des participants soit réglé, avoir ce système de pondération. Mais pour l'instant, il n'y a pas la technologie qui est nécessaire, hein, qui est d'identifier qu'une adresse, de garantir qu'une personne ne peut avoir qu'une seule adresse validée. Il y a 2 questions dans le chat, Clément, je ne sais pas si tu les as vues. Alors, j'ai vu risque de panurgisme pour un juré, mieux veut voter comme il pense que la majorité le fera, quelle que soit la valeur du vote. Oui, mais c'est pas un problème. Parce que on veut que les résolutions des contrats soient relativement prévisibles. Et donc, si un juré pense que la majorité des gens pense que la façon honnête de résoudre le contrat, c'est A, c'est normal de voter A, parce que dans ce cas-là, on a des contrats avec des résultats prévisibles. Cléros, il est là pour donner de la prédictibilité, qui est par exemple, si Bob fait son travail, il va être payé. C'est pas un système qui est là pour, par exemple, dire oh Bob il a pas eu de chance, on va quand même le payer parce qu'il lui est arrivé, il a eu un problème familial et donc c'est pas gentil qu'il soit pas payé. Voilà. Ça c'est pas le but de Cléros. Cléros c'est vraiment pour renforcer des contrats qui sont le mieux déterminés possible. En l'occurrence, il y a une liste d'éléments qui doit être fait, qui doit être développé. Si c'est développé, il doit être payé. Si c'est pas développé, il doit pas être payé. Pour ça, on a des contrats qui sont prévisibles. C'est pour ça que les arbitres doivent voter comme ils pensent que la majorité va voter. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir des évolutions. Donc là, je pense les questions vont être liées, je pense, au système de jury nullification.
qui existait par exemple aux États-Unis quand on avait des jurys qui votaient pour non coupables alors que les gens étaient coupables mais parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les lois, en l'occurrence pour les gens qui étaient les esclaves et pour les gens qui produisaient de l'alcool, quand il y avait une partie significative de la population qui était anti-esclavagiste et qui était anti-prohibition. Donc Cléros, il n'y a pas ce système de jury unification. Si on veut avoir des évolutions sociétales, ça va être fait au niveau des contrats, avoir des contrats avec des règles différentes, ou au niveau des court policies qui, là, n'ont pas de système de redistribution. Donc ça veut pas dire que ça évolue pas, ça veut dire que la façon d'évoluer, c'est pas avec un activisme des jurys qu'on fait évoluer les lois dans le système de Kéros. Enfin, quand je dis loi, hein, c'est loi entre guillemets, hein. Mais en créant des contrats avec des règles qui semblent plus justes pour les participants. Oui, tu réponds un petit peu en partie à la question qui précédait, à savoir que sur la problématique des jurés qui n'étaient pas des professionnels et qui donc risquaient de juger selon leurs convictions et non la technicité du droit des contrats. Généralement, je pense qu'on avait plus eu le problème inverse, je dirais, parce que justement ce système de devoir voter comme les autres, ça tend parfois à avoir des personnes qui vont plus lire, comment dire, la lettre du contrat que l'esprit. Donc c'est quelque chose au contraire, on met des règles pour dire qu'il faut regarder l'esprit du contrat et pas juste la lettre, parce qu'en fait, il est beaucoup plus facile de converger vers le résultat d'un contrat pris à la lettre que pris en l'esprit. Donc ça, je dirais plutôt ça comme un challenge, mais à l'opposé de ce que vous venez de dire, les systèmes de shading points sont en plus un challenge de réussir à estimer l'esprit du contrat plutôt que la lettre du contrat, et la lettre du contrat où il est beaucoup plus facile de converger avec l'esprit du contrat.